entre guillemets, c'est étonnant aujourd'hui qu'on n'arrive pas à avoir ce dialogue-là, qu'on n'arrive pas à dire au gouvernement, à faire comprendre au gouvernement que c'est indispensable parce que le pays est tout simplement bloqué. Et je crois que vous en convenez avec moi aujourd'hui que le pays est bloqué. Si on pouvait parler de l'école malienne, quelle perspective avez-vous pour l'école malienne? Parce que... Je crois que l'école malienne, nous sommes tous meurtris depuis des dizaines d'années. On sait que notre école ne va pas bien. Mais je crois que faire le constat ne suffit pas. Il faut pouvoir donner des perspectives. Les perspectives, c'est qu'on doit sortir de l'école des jeunes mieux formés, mais surtout des jeunes prêts à l'emploi. Ceci est indispensable parce que le grand problème aujourd'hui de nos jeunes, c'est un problème d'emploi. Les écoles, j'aurais orienté plus les écoles, les étudiants, les élèves vers des formations professionnelles. Je crois que ceci est indispensable. Je pense aussi que quand les moyens le permettront, chaque fois qu'on peut le faire, il faut remettre en place petit à petit les internats. Pourquoi? Parce que ça va vers la consolidation de l'unité nationale. Ça va vers le rapprochement des communautés. Il faut éviter que le pays commence à se diviser en communautés. Ensuite, nous sommes dans une union large. J'ai eu la chance de travailler à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous savez que tout ce qui est enseignement supérieur, nous le mettons en commun. Ça veut dire donc que les enfants maliens doivent pouvoir étudier au Sénégal, au Burkina, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Mais la clé, le point de départ, c'est forcément la mise en commun de tous les acteurs, les parents d'élèves, les enseignants, les étudiants, l'administration scolaire, pour que nous revisitions ce qu'il y a aujourd'hui. Je vous assure que c'est parfois pénible quand on a dirigé de grandes organisations, qu'on voit le niveau des candidats qui viennent de chez nous, ou parfois les niveaux quand même laissent à désirer. Mais on ne peut pas construire un pays avec une éducation au rabais. On ne peut pas réussir à relever les défis si nos étudiants, nos enfants n'ont pas les niveaux requis pour faire face aux autres des pays voisins. Monsieur le Président, vous avez été plusieurs fois ministre de l'économie, ministre du budget, pour avoir dirigé l'UEMOA. Quelle économie pour le Mali? Non, vous savez, ce qui est important, on peut rentrer dans la cité, on va faire une route, on va faire ceci, non. Ce qui est important, c'est les piliers sur lesquels il faut s'appuyer. De l'expérience que j'ai à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il y a 3 gros piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour s'en sortir. Le premier, c'est l'éducation et la culture. Éducation au sens large. C'est pour ça que je mets la culture dedans. Il faut que les gens soient bien formés, qu'ils sachent ce que c'est que leur pays, qu'ils aient des racines dans leur pays. Ce que j'appelle vraiment avoir des racines profondes, l'éducation. Deuxième pilier qui me paraît aussi important, c'est la technologie. Aujourd'hui, je vous prends votre dernier cellulaire. Un enfant malien peut tout de suite le faire marcher. Il se met au niveau de l'enfant américain. Il est au niveau de l'enfant occidental. Donc il peut rattraper les choses. C'est le seul moyen, c'est le seul moyen de faire des bons en avant. Il faut faire des bons en avant pour pouvoir rattraper les autres. Ce bond en avant se fait avec les nouvelles technologies, mais la technologie permet d'améliorer l'agriculture, permet d'améliorer l'élevage. Il y a même de nouvelles techniques pour les routes. Donc en utilisant la technologie, on peut faire un bond en avant. Le troisième pilier, c'est la gouvernance, c'est les règles de vie ensemble. Quand on a défini comment on travaille, quand tout le monde doit s'arrêter à un feu rouge, si un qui dit je ne m'arrête pas à un feu rouge, il sème la pagaille. Donc vous avez 3 piliers fondamentaux autour desquels on bâtit toutes sortes de développements. Mais bien sûr, on peut aller dans le détail. Pour cela, nous avons mis dans un programme au niveau de l'IRD, en mettant les 5 piliers, les institutions à renforcer pour la démocratie. Nous avons mis la société civile à renforcer, l'économie malienne. Il y a, comme moi je dis souvent, il y a 6 excellences pour l'économie malienne. La première, c'est le coton. Nous sommes parmi les premiers producteurs de coton de la sous-région. Le deuxième, c'est l'Office du Niger, avec les possibilités que nous avons sur l'agriculture. La troisième, c'est les mines. Nous sommes 3e producteur d'or à l'intérieur, en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Le 4e, c'est l'élevage. Nous sommes un pays d'élevage.
où nous disons que chaque Malien a sa vache. Le cinquième, c'est quoi? Mais c'est le tourisme. Quand vous avez Tombouctou, vous avez Djenné, vous avez le pays de Gon, vous avez le Mandé, je crois qu'il y a de quoi montrer. Bien sûr, il faut la paix, il faut la sécurité. Mais le dernier élément qui me paraît aussi important, c'est la qualité des ressources humaines. Faites le tour de l'Afrique. Partout, vous trouverez des Maliens qui ont réussi. Que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit en Afrique de l'Ouest. Vous avez donc des hommes d'affaires qui savent travailler. Vous avez des hommes d'affaires qui savent vraiment faire prospérer le pays et qui font avancer le pays. Voilà des éléments qui peuvent permettre vraiment de mettre notre économie en avant. Nous avons besoin aussi que dans notre pays, les services sociaux de base soient renforcés et distribués. Tout ce qui est relatif à l'éducation, à la santé, à l'eau potable. Mais aussi et surtout, il faut s'appuyer sur les femmes, il faut s'appuyer sur les jeunes, parce que sans eux, je crois qu'il n'y a pas de développement économique. Monsieur le Président, vous venez de brosser l'économie, mais dites-moi, est-ce que la diplomatie malienne n'est pas en panne, quelque part? Non, je crois que ce qui est important dans la diplomatie, c'est d'avoir des principes. Je pense honnêtement qu'on doit être présent dans tous les pays qui nous aident, avec lesquels nous avons des échanges fructueux. Je ne comprends pas, par exemple, qu'on n'ait pas d'ambassade en Angleterre. On en a en Belgique, on en a en France, on en a en Espagne. On n'en a pas en Angleterre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons avoir une diplomatie active chez nos voisins. Ça aussi, c'est indispensable que nous soyons présents. La troisième chose qui me paraît aussi importante que les deux autres, c'est d'avoir des consulats partout où les Maliens sont présents. Il faut que nos Maliens de l'extérieur sachent qu'on est là, que les Maliens de l'extérieur bénéficient des services administratifs et consulaires qui leur sont dus. Vous avez des pays comme la France où les Marocains ont peut-être une centaine de consulats et nous, on n'en a qu'un et demi avec celui de Marseille. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Et quand vous faites le tour des pays, que vous rencontrez les Maliens, ce besoin de consulat est criard parce qu'ils le demandent. Vous avez des pays, il faut traverser 2 pays pour pouvoir trouver l'ambassade. On n'a pas besoin forcément de l'ambassade, mais on peut avoir un consulat à côté. Donc c'est cette diplomatie qui doit être faite. Maintenant, il faut aussi jouer de la réciprocité. Il n'y a pas raison que ce qui nous piétine, nous fassions la pédale douce. La diplomatie doit être aussi agressive tout en étant consensuelle, parce qu'en fait, c'est un échange de bons procédés entre 2 États qui se respectent. Et nous devons être respectés parce que nous méritons le respect. C'est un vieux pays, une vieille culture. Nous avons des Maliens partout dans le monde et ces Maliens apportent à l'économie mondiale. Les Maliens travaillent dans tous ces pays-là et les Maliens occupent des places très importantes dans la plupart des pays concernés. Vous parlez d'éducation. Vous parlez d'éducation et d'emploi. Vous dites que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas, c'est un adage qui est très connu chez nous ici. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'éducation et l'emploi puissent être garantis? Vous savez, j'ai écrit que la terre ne ment pas et je ne veux pas tomber dans la facilité de dire allez-y tous à la terre. Parce que quand vous quittez un village, que vous venez chercher quelque chose en ville, qu'on vous dit tout simplement que c'est la solution, c'est de retourner au champ de votre père, et quelque part il y a un problème. Et quelque part psychologiquement ça ne marche pas. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des endroits où les gens ont fait des choses extrêmement importantes. Je pense à l'Office du Niger, je pense à notre compatriote Modibo Keïta, qui a fait, je ne suis pas le Premier ministre, hein, un autre qui a fait de grandes exploitations à l'Office du Niger. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des jeunes qui sont sortis de Katibougou, qui sont ingénieurs agricoles, auxquels on donne quelques parcelles à côté, qui travaillent pour eux-mêmes, qui bénéficient des apports du voisin? C'est ces gens-là qu'il faut aider à s'installer dans de bonnes conditions. Et vous allez voir que les choses vont changer. Il faut faire une typologie des choses, savoir qui peut faire quoi et quand personne ne peut faire. Nous sommes un pays
où l'agriculture peut nourrir non seulement le Mali, mais aussi l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Mais nous le disons, nous nous tapons la poitrine. Ça ne suffit pas puisque nous n'avons pas pu le faire depuis 50 ans. Parce qu'il faut avoir une approche beaucoup plus intelligente. Et cette approche, l'État doit aider à cela. L'État doit aider des jeunes volontaires qui ont la technicité et qui peuvent apporter quelque chose à s'installer à côté de grands fermiers. Ils vont apporter une technicité, ils vont bénéficier de leur environnement, ils vont bénéficier d'effets induits pour pouvoir aller plus loin. Donc ça peut régler un certain nombre de problèmes en matière d'emploi. Mais les problèmes d'emploi nécessitent aussi une vraie volonté au niveau de l'État. Aujourd'hui, vous êtes dans un pays où il manque des enseignants. En même temps, nous formons des enseignants. Et ces enseignants qui sortent sont au chômage. Vous avez un pays qui manque de médecins et d'infirmiers. Nous formons des médecins, nous formons des infirmiers, ils sortent, ils sont au chômage. Qu'est-ce qui nous empêche de décider que nous allons embaucher tous les enseignants? Qu'est-ce qui nous empêche de décider que nous allons embaucher tous ceux qui sont sortis de l'école de médecine? Il y a donc un emploi. Mais quand on regarde notre pays, quand on regarde nos villes et villages, qu'est-ce qu'on constate? Les déchets, les problèmes d'assainissement, les problèmes d'hygiène. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est aussi une source d'emploi. C'est aussi une source d'emploi de se battre tous ensemble pour l'hygiène. Parce que sans hygiène, c'est les maladies, c'est les épidémies. Donc il y a des sources d'emploi qui sont là. Vous savez, les jeunes, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on croit que ce qu'ils veulent, c'est d'être fonctionnaires. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se battre pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des emplois privés. Il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à se sacrifier pour réussir. Regardez tout ce qui traverse les mers. Mais ce qui manque le plus, c'est que les jeunes ne sont pas écoutés. On ne les écoute pas. Et la plupart des adultes croient qu'ils savent ce que veulent les jeunes. Comme les parents, c'est ça qu'on veut pour toi. Mais le monde a changé. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus instruits. Ils sont plus informés. Ils sont plus informés, ils sont plus formés. J'ose pas dire qu'ils sont plus intelligents, mais quelque part, ils ont beaucoup plus de graines et de force que nous aujourd'hui. Faisons leur confiance, discutons avec eux, demandons-leur ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez voir que le monde va changer. On ne trouve pas de solutions toutes faites pour les donner aux jeunes. Les jeunes ont besoin qu'on les considère. Ils ont besoin qu'on partage avec eux leurs rêves. Ils ont besoin tout simplement d'être écoutés et de partager ces rêves avec nous. Alors, je vous prends au mot. À l'URD, jeunesse, politique et culture. Qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse et pour la culture? Non, nous avons un mouvement de jeunes, nous travaillons avec eux. Non seulement nous avons ce mouvement, mais ce mouvement est autonome. Ce qui est très important parce que nous ne lui imposons pas ses dirigeants. Nous ne lui imposons pas ses programmes. Nous partageons avec eux, nous discutons avec eux. Et nous essayons de les amener ensemble. Nous savons que la situation n'est pas facile. Mais ce que nous cherchons avant tout, c'est que nos jeunes soient ancrés dans leur culture. Il y a une belle phrase qu'on disait à Lioma, c'est qu'on veut que nos jeunes aient des racines et des ailes. Avoir des racines, c'est être ancré dans sa culture, de savoir d'où on vient, de connaître son histoire, de connaître ses origines, de savoir ce qui est interdit par là, de par notre culture, de par nos habitudes. Avoir des ailes, c'est d'être dans la technologie, de savoir ce qui se passe en haut, d'être au même niveau que n'importe quel enfant, parce qu'on connaît l'informatique, parce qu'on connaît l'Internet. C'est ça que nous voulons, nous, de nos jeunes. On ne veut pas des jeunes qui sont uniquement des ailes ou des jeunes qui sont uniquement des racines. Il faut qu'ils puissent allier les deux pour que l'Afrique ait son propre modèle, pour que l'Afrique et ses jeunes aient un modèle qu'ils vendent. Regardez aujourd'hui nos jeunes en matière de culture, d'artisanat, de musique, de dessin, de choses. Mais nous sommes les champions du monde. Ça veut dire que nous avons quelque chose à vendre. Ça veut dire que nous avons quelque chose à expliquer. Mais l'une des forces des pays comme les États-Unis, ce n'est pas forcément l'économie. C'est leur culture, c'est leur mode de vie qu'ils arrivent à vendre. On va regarder, tout le monde porte un gun, tout le monde marche un chewing-gum. Leur mode de vie est là. Vous savez, Magma, je voyage beaucoup. Je vous assure que partout où je vais en Afrique, on me demande, est-ce que vous pouvez nous amener des disques de Salif Keïta, des disques de Oumou Sangaré, des disques d'Ali Farga Touré, etc., etc. Ça veut dire que nous avons un patrimoine qui est là. À nous de le valoriser, à nous de le vendre. Le travail
Ce n'est pas qu'être derrière un bureau. C'est tout ça, c'est cette imagination extraordinaire, fertile, que nous avons chez nous. Et notre culture peut aider le développement, peut aider qu'on nous aime. On nous aime parce qu'on aime notre musique. On nous aime parce qu'on aime notre façon de faire. On nous aime, il y a des pays, on les aime à cause de leurs plats. Enfin, tout simplement, on doit pouvoir nous aimer, nous, à cause de notre histoire, à cause de notre culture, à cause de notre façon d'accueillir et de notre jatigia, tout simplement. Vous avez beaucoup voyagé. À travers l'Afrique, est-ce que la femme peut être un espoir pour ce continent? La femme, c'est une question presque tendancieuse. Est-ce que ce continent peut vivre sans la femme? Il y a un proverbe chinois qui dit quelque chose de très joli. Il dit la femme, c'est le toit de la maison. C'est le toit de la maison. Si vous avez une fondation, aussi solide soit-elle, vous avez les murs, aussi épais soient-ils, si vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas de maison. Vous avez une passoire. Vous avez une passoire. Et la femme, c'est ça. Et quelqu'un a dit aussi que la femme, c'est la moitié du ciel. La moitié du ciel. Est-ce qu'on peut travailler sans la moitié du ciel? On ne peut pas. Jamais. J'ai eu la chance, enfin la malchance peut-être, d'être à Lyon au moment de la guerre en Côte d'Ivoire. Je m'imaginais les femmes à Abidjan, au moment où ça tirait partout. Elles s'occupaient de l'éducation. Elles faisaient du feu, elles faisaient à manger. Elles se débrouillaient. Pourtant, les banques étaient fermées, le marché est fermé et l'insécurité est partout. Comment voulez-vous que ces pays s'en sortent sans les femmes? Sans les femmes, il n'y a pas d'espoir. Et les femmes sont l'espoir de l'Afrique. Président, vous dites que le ciment du contrat que les hommes politiques passent avec ceux et celles qui le représentent est la morale politique. Quel contenu peut-on donner à ce concept? Non, vous avez raison. Quand on élit quelqu'un, il doit savoir qu'il représente des gens. Il doit savoir qu'on lui a confié son avenir, que des gens lui ont confié leur avenir, leur espoir. Donc à partir de là, il doit avoir un comportement qui met l'intérêt collectif devant tout. Au moment où il y a un problème, qu'il y a un doute, qu'il y a une interrogation, quand il s'interroge sur ce qu'il doit faire, qu'il soit président de la République ou maire, il doit se dire, est-ce que ça va dans le sens de l'intérêt collectif? Ça, c'est le premier point en matière de morale politique. La deuxième chose, il faut que les hommes politiques soient prêts à rendre compte. On m'a élu, je dois rendre compte. On doit accepter d'être interrogé et de répondre. Vous savez, les hommes politiques ne sont pas des surhommes. C'est des hommes comme les autres. Mais ils doivent être humbles. L'humilité en politique fait partie de la morale politique. Si je me trompe, je reconnais que je me trompe. Je reconnais que je me trompe et je rectifie et j'explique. Je ne m'entête pas. Que ce soit le président ou le maire, il faut de la redevabilité, de pouvoir rendre compte. La troisième chose dans la morale politique, c'est son comportement à soi. Vous êtes élu, vous devez avoir un comportement exemplaire. Avoir un comportement exemplaire, ce n'est pas forcément sur les résultats. Vous pouvez vous tromper et ne pas avoir le résultat. Mais votre éthique doit être au-dessus de tout. Imaginez-vous, on est en 2016. J'étais président fondateur de l'ACI en 91. Ça fait 25 ans. Vous croyez que je peux parler devant vous aujourd'hui si j'avais des centaines de terrains à l'ACI? Ah, non. Mais je ne l'ai pas parce que je me suis donné un comportement. Et ce comportement m'oblige à ne pas le faire. Croyez-vous que je pouvais parler devant vous si j'avais des terrains distribués par les domaines? J'en ai pas un. Ma femme n'en a pas. Mes enfants n'en ont pas. Ni à l'ACI, ni au domaine.